Émissions de télé, meetings, visites de terrain, pour tous les candidats, c'est une vraie épreuve physique. Et pour tenir, première règle, attention à sa ligne. François Hollande a perdu 10 kilos, François Bayrou privilégie les fruits. Jamais une goutte d'alcool pour Nicolas Sarkozy, qui court 1 heure tous les 2 jours. Quant à Jean-Luc Mélenchon, les règles sont très strictes. Pas d'alcool, pas de pain, pas de ci, pas de là. C'est un exercice physique, une campagne. J'aime bien, moi, les gens qui me disent, vous faites ça pour la ligne. Je ne fais pas ça du tout pour la ligne. Mais je fais ça pour pas crever en route, voilà. Pour François Hollande et tous les autres candidats, le sommeil est une autre priorité. Objectif, encaisser la fatigue sans le montrer. Et moi, j'essaye, avec d'autres, de lui trouver toujours des moments pour se reposer. Donc les moyens de transport sont très importants. Être en voiture, c'est différent que d'être dans un train. Donc je sais qu'en voiture, il a un petit moment où il peut se reposer. Mais pas facile de se tenir à cette discipline pendant plusieurs mois. On est venu prendre un peu d'air dans cette campagne. Plus d'1 an que Marine Le Pen fait campagne, certains de ses proches la disent fatiguée. On se prépare comme un sportif, on fait attention à ce qu'on mange. On devrait faire ça, oui, quand on est raisonnable, on fait ça. Vous voulez pas? Bon, disons pas assez, sûrement. Quelle que soit leur méthode, comme pour les sportifs, c'est le mental qui fait la différence. Aucun candidat ne confessera de toute façon officiellement sa fatigue, car être en bonne santé est aussi un argument politique. Autre candidat sur le plateau de France 2012, Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être des nôtres. Je vous voyais regarder ce reportage, ce montage. C'est vraiment un marathon, c'est votre première présidentielle. Vous êtes candidat souverainiste, rappelons-le. Gaulliste. Gaulliste, vous me rectifiez effectivement lorsque j'utilise ce terme. Comment on fait pour rester en forme dans un tel marathon pendant plusieurs mois? Une grande rigueur. Ouais. Une grande rigueur. Le sommeil, ça tient le coup? Le sommeil, parfois il y a des petites insomnies parce qu'on pense à beaucoup de choses, mais je crois à une grande rigueur. Moi, je ne me resserre jamais d'un plat, j'évite l'alcool, j'essaye d'aller à la piscine de temps en temps. Alors, donc, en forme, vous le dites, vos sondages, puisqu'il faut bien en parler, n'indiquent pas la même forme que d'autres candidats. Vous êtes aux alentours de 1%. Est-ce que c'est difficile de motiver ses troupes et d'y croire soi-même à 26 jours de l'élection lorsque, on reste à cette indication d'intention de vote? Mais les sondages ne valent rien les suffrages. Toute ma vie politique, j'ai eu des sondages qui ne correspondaient jamais au résultat final. J'ai été élu maire, on me donnait 20%, je suis passé au premier tour, député, on me donnait battu, j'ai été élu. Et sur des scrutins nationaux, au régional, on me mettait à 0% en Ile-de-France, 12 millions d'habitants. On a dépassé le MoDem et Besancenot à plus de 5. Donc je veux dire, arrêtons avec ces sondages qui formatent les consciences. Je rappelle quand même, il faut le savoir, que les sondages, il y a une marge d'erreur de 3%. Je rappelle que sur la plupart des sondages, la moitié des gens consultés disent ne pas savoir pour qui voter. Donc on se sert des sondages pour créer un feuilleton totalement artificiel. Bien, je vous entends. Vous venez de la droite, de la famille de la droite en France. Le candidat sortant, Nicolas Sarkozy, revient sur des thèmes comme peut-être revisiter Schengen, c'est-à-dire la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Il dénonce des vagues d'immigration. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette évolution de sa campagne? Non, parce que moi je suis candidat pour qu'on rende sa liberté à la France, non pas pour se rétrécir, mais pour au contraire avoir un discours au monde. Je suis gaulliste. Je sais très bien que Nicolas Sarkozy, un jour, va réclamer ça, le lendemain va faire l'inverse. On a l'expérience du quinquennat, c'est lui qui a bafoué le vote des Français avec la complicité des socialistes, c'est-à-dire les Français avaient voté non à la Constitution européenne en 2005, je le rappelle, il a fait adopter le traité de Lisbonne, c'est-à-dire exactement l'inverse. Il n'a aucune crédibilité là-dessus. J'ajoute qu'on peut avoir une France qui se protège, mais qui en même temps a un discours au monde. La mondialisation exige une autre attitude, ne pas être prisonnier dans ses décisions de la Commission de Bruxelles, de la BCE, de la Cour de justice, des organismes non élus, une Europe qui a dénaturé la belle idée européenne et en même temps, comme d'autres pays dans le monde, participer à la mondialisation. C'est tout mon objectif. Donc Nicolas Sarkozy ou François Hollande, en fait, sont prisonniers d'un système qu'ils ne changeront pas. Si vous n'étiez pas au deuxième tour, vous les renvoyez dos à dos? Totalement, parce que, vous savez, j'estime d'abord que les Français sont assez grands pour choisir eux-mêmes au deuxième tour. J'ai horreur des consignes de vote. Moi, je choisirai dans l'isoloir. Vous rendrez public votre choix? On verra. Je ne sais pas qui y aura au second tour. Oui. Mais ce qui est sûr,
c'est que si on reste avec les deux candidats qui ont gouverné la France depuis 30 ans, 15 ans chacun, en fait, le PS et l'UMP, 15 ans chacun depuis 30 ans, il y aura encore plus de chômage, il y aura encore plus de pauvreté et d'insécurité parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause l'Europe de Bruxelles qui est en train, je pèse mes mots, de tuer les peuples européens les uns après les autres. Ça n'a rien à voir avec la belle idée européenne. Alors, précisément, on va regarder un pays qui a connu ces dernières années de grosses difficultés, qui est dans l'Europe géographique, mais qui ne fait pas partie de l'Europe. Il s'agit de l'Islande. Et on va voir comment, 3 ans après, le pays, d'une certaine façon, s'en est sorti. Et vous nous direz si vous acceptez, si vous reconnaissez dans les recettes qui ont été appliquées. Les Islandais ont peut-être l'habitude des traitements de choc, mais pour beaucoup, 4 ans après la crise, les traumatismes sont toujours là, juste à la surface. Beaucoup de gens sont amers, très amers. Ils trouvent que tout a été mal géré. C'est vrai que nous allons mieux, mais il peut y avoir une rechute. Tout ça est encore très incertain. L'incertitude. Pourtant, au début des années 2000, le pays était l'un des plus riches au monde. 300 000 habitants, mais un secteur financier très développé qui attire en masse les capitaux étrangers. Mais au mois d'octobre 2008, aux États-Unis, la crise des subprimes éclate. En quelques jours, les bourses mondiales dévissent et l'Islande est asphyxiée. Seule survivante du naufrage, l'épargne des Islandais placée en banque est sauvée par le gouvernement. Mais le système bancaire est à plat. Un choix assumé au plus haut niveau de l'État. C'étaient des banques privées. Elles devaient donc, comme toute entreprise privée, subir la loi du marché. Si on avait dû leur faire un traitement de faveur, eh bien, ça aurait été un chemin dangereux pour nous. L'État abandonne les banques, mais emprunte 1,5 milliard d'euros au FMI. En échange, malgré les manifestations, l'Islande doit redresser ses comptes. La TVA est augmentée d'1 point. Elle atteint 25,5%. Les salaires des fonctionnaires sont gelés et un impôt sur les hauts revenus est créé. En échange, pas de coupe budgétaire dans le social ni la santé. Autre mesure forte, la monnaie est dévaluée. Elle perd 50% de sa valeur. Une bonne nouvelle pour les entreprises qui exportent comme celle de Petur Palsson. Grâce à la dévaluation, son cabillaud est moins cher que celui de ses concurrents. On exporte tout, la tête, les arêtes, les filets. Et en 2011, son chiffre d'affaires a même progressé de 5%. Et dans la foulée des entreprises, la croissance est de retour. Plus 3% en 2012 selon les prévisions. Alors, rappelons, Nicolas Dupont-Aignan, que vous êtes pour la sortie de la monnaie européenne, de l'euro, que 17 pays ont actuellement en commun. Quand vous voyez cet exemple islandais, vous trouvez que ça peut être un modèle pour sortir de la crise ? Il y a une chose qui n'est pas totalement précisée dans le documentaire, c'est que l'Islande est le seul pays d'Europe qui a refusé de payer pour les banques et qui a ainsi pu s'échapper du système des marchés financiers. La différence entre l'Islande et l'Irlande est frappante. Entre l'Islande, précisé, oui. Tout à fait, et la Grèce. Si la Grèce et l'Irlande avaient choisi le modèle islandais, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas la misère qu'il y a en Grèce, il n'y aurait pas l'explosion de la société qu'il y a en Grèce et la récession qu'il y a en Irlande. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Islande a osé dire non au système mondialiste, a osé dire aux banques, c'est votre responsabilité, on ne va pas faire payer les peuples pendant des années à souffrir parce que vous avez failli. Et l'Islande a retrouvé sa liberté monétaire. Il n'y a pas de secret. Soit c'est le chômage de masse qui conduit au chaos social et politique, c'est ce qu'on voit en Grèce ou en Espagne, soit c'est la dévaluation et donc la sortie de l'euro. Parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie pour des économies si différentes. On va voir peut-être, si vous voulez bien, une image qui a été prise à l'Assemblée nationale en France. Vous présentez, ça vous a eu quelques petits ennuis, vous présentez un chèque symboliquement qui représente 140 milliards d'euros, on pourrait dire pour un fonds de solidarité intra-européen. C'est une belle idée, la solidarité entre Européens pourtant ? Ce n'est pas de la solidarité entre Européens, c'est de la solidarité des dirigeants européens pour un système bancaire à bout de souffle qui va emprunter à la Banque Centrale Européenne à 1%, c'est-à-dire de l'argent quasi gratuit, 1000 milliards, là, depuis Noël, 1000 milliards prêtés aux banques à 1%, et ces mêmes banques prêtent aux États entre 2,5% et 28%. Ça veut dire
que les peuples souffrent, sont plongés dans une récession qui est la pire depuis la fin de la guerre, qui va déboucher sur de vrais troubles politiques, et que les banques s'en sortent. Eh bien moi je refuse cela. On ajoute de la dette à la dette. La France, l'UMP, avec la complicité des socialistes, on parlait tout à l'heure, même chose, bonnet blanc, blanc bonnet, ont engagé la France pour 140 milliards d'euros sans le vote du Parlement, c'est-à-dire vote du Parlement une fois, et après on pourra prendre cet argent, 140 milliards d'euros, de la dette à la dette. Et au même moment, on augmente les charges des PME, on taxe les Français, on supprime les postes d'enseignants, c'est-à-dire qu'on affaiblit la France dans la compétition internationale. Mais c'est fou ce qui se passe. Et je ferai remarquer que les pays qui sont en dehors de l'euro, la Suède, le Danemark, la Pologne et même l'Angleterre, sont en train de s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une monnaie trop chère et qui ne paieront pas des intérêts d'emprunt exorbitants. Alors, on va peut-être rester sur le thème de l'Europe, au moins géographique, puisque je vous présente Mine Kerikanat, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, correspondante à Paris d'un grand quotidien turc. Alors, bon, vous arrivez, je le disais, d'Istanbul. On commente, on suit un peu sur place cette élection française, où il y a d'autres thèmes dans le monde qui retiennent l'attention. Non, la Turquie suit vraiment très attentivement ce qui se passe en France, avec un immense espoir que le président sortant ne reviendra pas au pouvoir. Et ils sont tellement confiants que Sarkozy ne soit plus, Monsieur Sarkozy ne soit plus réélu, que le métro d'Ankara a été justement gagné par une société française. C'est les Français qui vont construire les lignes de métro d'Ankara, c'est-à-dire parce de que notre Nicolas capitale. Sarkozy s'oppose à l'entrée de la Turquie. Non, c'est pas seulement ça. Bon. Non, tout le monde s'oppose à l'entrée de la Turquie en Europe. Ah bon, on va demander justement à notre invité. C'est pas une tâche. Quelle est votre vision du partenariat entre l'Union européenne et la Turquie ? Moi, je crois que l'Union européenne s'est trop étendue, déjà. Donc, je vais être franc, je suis hostile à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. En revanche, je pense que le défi de l'Europe, c'est de construire un très beau partenariat avec les grandes puissances qui entourent l'Europe. Et je mets la Turquie comme une grande puissance absolument essentielle, comme la Russie, comme le Maghreb. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des boutiquiers à Bruxelles qui s'occupent du détail des choses et qui n'ont aucune vision géopolitique. L'enjeu de l'Europe, c'est de stabiliser le Maghreb et de développer l'Afrique. L'enjeu de l'Europe, c'est d'avoir une vraie politique avec l'Est, le Moyen-Orient, la Turquie, la Russie. Mais là, rien. Plutôt que de prêter 1000 milliards aux banques privées à 1% pour les sauver les copains et ceux qui se sont trompés toujours, est-ce que vous ne croyez pas qu'on aurait pu utiliser ces 1000 milliards pour avoir un vrai projet de développement pour l'Afrique ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un partenariat intéressant sur le gaz, sur le développement de tous ces pays ? C'est quand même autre chose. Alors, Mine va vous poser deux questions avec votre regard, donc arrivant de Turquie. Quelles sont les questions que vous poseriez à Nicolas Dupont-Aignan ? Nicolas Dupont-Aignan, j'ai relevé quelques contradictions dans votre discours. Comme quoi, vous êtes contre l'entrée de la Turquie en Union européenne avec le risque... Enfin, vous êtes sûr que définitivement, la Turquie ferait exploser l'Union européenne. Ce dont peut-être que vous avez raison. Mais d'un autre côté, vous dites qu'il faut sortir de l'euro. Il faut déhisser le drapeau européen des édifices publics français. Vous êtes contre l'autonomie de la Banque centrale européenne et vous remettez en cause Schengen. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de la Turquie pour exploser l'Europe? Parce qu'il ne reste pas grand-chose de l'Union européenne avec vos propositions. Vous vous trompez, si je peux me permettre. L'Union européenne a été faite pour quoi? Pour faire la paix, notamment avec l'Allemagne, et mettre fin à ces horreurs que nous avons vécues ensemble, et pour faire le progrès social. L'Union européenne était au départ une belle idée. Elle a été capturée par des gens non élus. Le peuple turc n'accepterait jamais de se voir dicter sa conduite par des bureaucrates, des gens corrompus, des gens qui sont au service d'un système fou. Et donc je dis simplement que si on veut sauver l'Europe, la belle idée européenne de coopération entre les peuples, qui d'ailleurs doit aller au-delà de simples continents immédiats, il faut revoir radicalement ce système. Et c'est pourquoi, oui, je suis le seul à proposer la renégociation des traités européens. Car pour moi, la belle Europe, celle qui a marché, c'est l'Europe des projets et des nations, de nations démocratiques libres, qui travaillent ensemble, et je finis ma phrase juste, sur des projets. On n'a pas attendu l'euro et la Commission de Bruxelles pour faire l'Airbus.
Les seules réalisations qui ont marché... Vous savez, c'est pas l'industrie qui m'intéresse. Non, mais moi, attendez, excusez-moi. Je vais vous rattraper dans votre phrase, justement, monsieur, parce que je suis là pour la contradiction. Oui. Dans l'Europe des nations libres que vous proposez, la Turquie aurait très bien sa place, elle ne gênerait personne. Est-ce que vous avez pensé à ça? J'ai toujours dit que l'on pouvait très bien avoir une Europe des nations avec des partenariats avec les pays qui sont extérieurs au continent européen, privilégiés. En revanche, je maintiens que le rôle de l'Europe, c'est quoi? C'est dans la mondialisation de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Et excusez-moi, plutôt que de vérifier la couleur des tomates et de laisser le libre-échange total, ce que fait l'Union européenne, je préférerais que l'on montre les projets de l'avenir qui permettent de peser dans la mondialisation. Je pense à la voiture propre, les panneaux solaires de demain, la lutte contre le cancer, les nanotechnologies, l'exploitation du fond des océans. Voilà où les pays européens devraient monter des projets Airbus, que je veux dire Airbus, c'est-à-dire même style qu'Airbus ou Ariane, dans des dizaines de solutions. Et non pas le détail dont vous parlez. Mais bien évidemment, il y a un non-sens absolu de la construction européenne aujourd'hui. J'ajoute qu'on n'est pas obligé d'être dans l'Union européenne, pardonnez-moi madame, pour avoir des partenariats. Je suis par exemple pour qu'on crée un vrai partenariat méditerranéen. Nicolas Sarkozy au démarrage avait eu une bonne idée avec l'Union pour la Méditerranée, mais ça a été torpillé. Et aujourd'hui, il faut pouvoir avoir un vrai partenariat méditerranéen sans les pays du nord de l'Europe, qui eux ont un partenariat de la mer Baltique. Pourquoi vouloir tout uniformiser? Retrouvons de la liberté. C'est en retrouvant sa liberté que la France pourra régler ses problèmes de chômage, de pauvreté. C'est ça l'enjeu. Et ça, bien évidemment, vous pensez bien que ceux qui ont signé tous les traités depuis 30 ans qui nous mènent à ça ne veulent pas le voir. Merci Minet, toujours un propos passionné, effectivement, lorsque vous réfléchissez avec nous sur la place de la Turquie dans cet ensemble européen. Vous savez que cette émission est ouverte sur le monde. On va voir la façon dont les candidats sont suivis par la presse internationale. Ce sont des vues d'ailleurs. Vu d'ailleurs aujourd'hui avec le regard qu'un journaliste chinois porte sur ce qu'on appelle un petit candidat, il s'agit de Jacques Cheminade, évidemment inconnu en Chine. On voit donc ce travail de notre confrère. Imaginez un monde sans Wall Street et ses requins de la finance. Un monde où Barack Obama serait comparé à un sinistre dictateur. Un monde où les hommes coloniseraient la planète Mars. Ce monde, c'est la vie rêvée de Lyndon LaRouche, une personnalité pour le moins controversée aux États-Unis. En France, son alter ego existe. Cet homme, c'est Jacques Cheminade. 71 ans, énarque, il y a 17 ans, il était déjà candidat à l'Élysée. Un journaliste étranger a bien voulu en savoir plus sur son programme, Zheng Ruolin, correspondant à Paris pour un quotidien de Shanghai. J'ai l'impression qu'il travaille sérieusement. Je n'arrive pas à comprendre quels électeurs il vise et qui sont les gens qui le soutiennent. J'ai l'impression qu'il ne parle pas très clair. Il y a certaines choses intéressantes, par exemple sur les finances, sur les banques. Tout ce monde-là des médias est très sensible à la puissance financière. C'est Wall Street, c'est la City de Londres, c'est tous ces milieux-là. Celle-ci, c'était pour ses amis les médias et les spéculateurs. La première chose que je ferais, si j'étais élu, j'irais à Washington, j'irais à Bruxelles, j'irais à Pékin, j'irais à Moscou. Ça, c'est ses prochaines vacances pour refaire le monde de la finance. Quels sont les messages que vous voulez faire passer aux électeurs français? Très simple, dire que les autres ne parlent pas des vrais problèmes. Non seulement Jacques Cheminade montre qu'il en connaît un rayon en politique. Il faut qu'il y ait une grande politique de l'espace qui soit celle des objectifs communs de l'humanité. Alors on s'est moqué de moi en disant Cheminade veut industrialiser la Lune, Cheminade veut faire une colonie martienne. C'est des bêtises. Ce que je veux, c'est une politique de l'espace qui prendra 1, 2, 3 générations, mais dans laquelle on s'engagera pour des objectifs communs de l'humanité. Mais le candidat s'est aussi flatté son interlocuteur chinois. La Chine est intelligente, elle achète partout des matières premières, elle les accumule, elle joue sa politique avec les terres rares, mais il y a un problème aussi en Chine. C'est bien connu, c'est celui de l'immobilier. Justement, connaissez-vous la Chine? Non, je ne connais pas la Chine. Alors, notre confrère est-il convaincu? Sur l'ensemble, il faut dire que non, parce que j'ai l'impression que ces projets, c'est un peu vague, irréalisable. C'est décevant.
Alors Nicolas Dupont-Aignan, je ne vais pas vous demander de commenter le programme de Jacques Cheminade que nous recevrons dans cette émission. Simplement, la place de l'international ou le regard international est assez peu présent dans la campagne française telle qu'on la vit actuellement. D'où notre ambition d'interroger les candidats sur ce point. Vous le regrettez? Vous y participez à cette absence de vision internationale? Je ne le crois pas. Si vous lisez mon livre « Le printemps français » que je viens de sortir, il y a toute une partie dessus. Et je crois que c'est très dommage. Parce que autant je veux que la France retrouve sa liberté d'action pour résoudre ses problèmes, autant on se situe dans un cadre mondial. Et justement, on est prisonnier d'une construction européenne qui étroitise le monde. Il faut parler des sujets clés. Je pense à un sujet qui m'obsède, si je puis dire, c'est le développement de l'Afrique. Et notamment la stabilisation du Maghreb. Et on peut sortir de ce qu'on appelle la France-Afrique, du rapport un peu étouffant entre les deux. On ne va pas passer notre vie à subir le passé. Si on ne stabilise pas le Maghreb, comment on va régler le problème de l'immigration en France? Est-ce qu'on va continuer à parler de la viande halal éternellement, à parler des refoulements de clandestins, si on ne traite pas le problème majeur de l'Europe, qui est les déséquilibres, notamment alimentaires, l'exode rural en Afrique, la stabilisation de la Tunisie? Mais enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un mot dans cette campagne sur ce sujet majeur. Et je propose, c'est pas d'en parler comme ça, quand je propose un protectionnisme européen, je propose un protectionnisme euro-méditerranéen. Est-ce que vous avez remarqué que les problèmes en Tunisie ont commencé quand il y a eu la fin de l'accord multifibre et qu'on a tout libéralisé avec l'OMC? C'est-à-dire que l'industrie textile qui avait quitté la France, mais qui avait été au Maghreb, a quitté le Maghreb pour aller en Chine. Où c'était encore moins cher. Mais bien sûr, si on ne défend pas les intérêts de la France, de l'Europe et de l'Afrique, on n'y arrivera pas. Croyez-vous que les Américains n'aient pas mis en place un système à géométrie variable? Ils l'ont fait avec l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud se développe. Mais il n'y a plus la volonté dans les dirigeants français de peser sur les choses. Ils sont prisonniers dans leur tête d'un système ultralibéral, totalement dérégulateur. Ils sont prisonniers de l'OMC. Il faut rompre avec l'OMC, c'est-à-dire créer des exceptions. On l'a bien fait sur le cinéma, ça nous a réussi. On peut très bien avoir une exception agricole, et notamment pour stabiliser le marché alimentaire et agricole africain. C'est fondamental pour l'immigration. En ce qui concerne un dossier évidemment très, très important au niveau international, la situation du Proche-Orient, est-ce que la France, est-ce que l'Europe ont leur mot à dire, ou est-ce que tout se joue au fond avec la diplomatie américaine? Bien, on a vu les résultats de l'alignement systématique du président Sarkozy sur la politique américaine. On nous avait dit, on va voir ce qu'on va voir, la France va peser davantage parce qu'elle va être le chien-chien des États-Unis. Et bien, on a vu le résultat. D'ailleurs, M. Obama ne considère pas M. Sarkozy puisqu'il sait qu'en fait, il sera toujours là. La vraie question, et c'est pourquoi je suis gaulliste, c'est que je suis désolé, j'étais davantage fier de la politique étrangère de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Et moi, je suis le seul, dans cette campagne, à proposer la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, parce qu'il faut revoir notre système de défense. Le bouclier antimissile sur l'Europe est une folie. Je suis pour un règlement équilibré au Proche-Orient et qu'on renoue avec une vraie politique arabe. Ça ne veut pas dire de vouloir la mort d'Israël, c'est absurde. Il faut qu'Israël soit reconnu dans ses frontières, mais il faut créer un État palestinien. Mais qui osera le dire? Il y a une sorte de peur, de panique des responsables français. Et je remarque, parce que j'insiste là-dessus, que les Israéliens, à une grande majorité, là-bas, veulent une autre politique. Et nous, en France, on n'ose pas. Il faut réaffirmer le droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes dans la sécurité d'Israël. C'est possible. Et là, si la France retrouvait un peu sa voix, croyez-moi, on aurait une autre image dans le monde. Une question qui nous est parvenue donc d'un téléspectateur qui nous interroge sur la flexibilité du marché du travail. Bonjour Paris, Frédéric, je suis à Singapour depuis 2002. Ce qui motiverait mon retour en France, c'est le développement de la flexibilité sur le marché du travail, notamment les embauches et les licenciements pour les petites entreprises et l'entrepreneuriat. Alors question, est-ce qu'il faut un marché du travail encore plus flexible en France? Il n'y a pas de travail. Alors ça veut dire quoi? Et la plupart des recrutements sont en CDD. Donc ça, c'est une fable. C'est une fable qui est répétée en boucle, il n'y a pas de flexibilité. Ça veut dire quoi? On veut que les gens soient des chiens? Ils sont déjà traités comme ça. Donc c'est une fable tout ça sur la flexibilité du temps de travail. Ce qu'il y a besoin, c'est de la croissance, de la compétitivité en France, de banques qui prêtent aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les petits entrepreneurs, ils sont face à un mur des banques. Il faut qu'il y ait en revanche, où monsieur peut avoir raison,
dans un certain sens, une simplification. Ça ne veut pas dire une flexibilisation. C'est-à-dire que le Code du travail en France, il fait 2500 pages, en Suisse, il fait 250. On doit quand même réussir à simplifier les choses. Pour autant, c'est une fausse recette si, parallèlement, on ne libère pas les verrous de la croissance en France, en sortant de l'euro, en se protégeant, en ayant des banques au service des entreprises et en baissant les charges. Alors, autre interrogation sur ce plateau, nous sommes attachés évidemment à la parité par rapport à votre programme sur la place des femmes. Vous avez, Isabelle, recherché différentes informations, différentes nouvelles, différents instantanés, et l'on vous écoute. Bonjour. Bonjour, madame. Je vais rester sur ce sujet qui vous est cher, donc l'Europe qui s'efforce à des degrés divers et par des moyens souvent contraignants de réduire les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Et voilà que le gouvernement français s'efforce de faire passer in extremis un décret visant à renforcer cette égalité dans la fonction publique. On peut même parler de quotas, puisque pour chaque femme manquante dans la fonction publique, une pénalité de 90 000 € pourra être exigée. Donc la fonction publique, qui emploie 60% de femmes, n'en a plus que 10% au poste de direction. Ce décret a été présenté au syndicat. Il sera examiné mi-avril. Donc j'ai une question à vous poser. Ne jugez-vous pas que cette précipitation est un peu électoraliste et vise surtout à séduire l'électorat féminin ? Mais comme tout ce qui se fait en ce moment, on est dans le zapping, dans l'émotion. Avant les élections, c'est panique à bord et voilà. Je remarque quand même sur l'Europe que c'est l'Europe qui nous a imposé de supprimer l'interdiction du travail de nuit des femmes et c'est l'Europe qui a imposé de supprimer l'avantage des retraites pour les femmes. Et si les Françaises auront des retraites de misère dans quelques années, c'est à cause de l'Europe. Alors, si on pouvait se gouverner nous-mêmes et si on pouvait faire l'égalité entre les hommes et les femmes, je propose moi une mesure très simple qui coûte rien. C'est le label égalité homme-femme. C'est quoi ? C'est que les entreprises qui respecteraient le plan d'égalité salariale, parce qu'il y a toutes les lois en France, mais elles ne sont pas appliquées, les entreprises qui respecteraient ce plan d'égalité salariale pourraient mettre un label sur leurs produits. Et comme je crois que c'est par la consommation qu'on fera changer les entreprises, je peux être sûr qu'enfin, les entreprises courront pour respecter l'égalité homme-femme, sinon les femmes et certains hommes n'achèteraient plus leurs produits. Et ça, je pense que c'est un levier qu'on sous-estime, le levier des labels, pour garantir que des entreprises appliquent des lois. Merci pour cette question, merci pour votre réponse, pour ce label. Il reste 26 jours avant le premier tour. Les photographies, dont vous le disiez, de sondage ne représentent rien. Comment est-ce que vous portez ce projet pour les 26 jours qui viennent ? Il y a des changements, des modifications de votre campagne ? Moi, je ne suis pas un caméléon. Bon. Ça fait des années, je suis depuis 15 ans député, j'ai travaillé avec Philippe Séguin, je crois à la République et à la patrie. Je vais offrir pour la première fois en France un patriotisme républicain, bien loin des extrêmes, mais qui en même temps veut que les Français retrouvent leur liberté. Je ne change rien, je fais campagne, je suis dans toute la France, mon mouvement se développe. Nous étions très nombreux à Paris pour notre meeting, et vous verrez qu'en semant, on récolte, parce que les Français savent très bien qu'il n'y a rien à attendre de ceux qui les gouvernent et qui ont le monopole aujourd'hui de l'action politique. Et nous allons reconstruire la France, et vous verrez qu'on la sauvera, parce qu'il y a des atouts extraordinaires dans notre pays. Et nous sommes un très beau pays si on le veut. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu sur le plateau de France 2012, nous apporter ce regard international. Merci Isabelle. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine avec d'autres candidats ou représentants de candidats pour poursuivre avec vous cette émission, le regard international qu'ils peuvent porter par rapport à cette actualité. Vous nous retrouvez naturellement sur le site de France 2012 ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.